Il était 23h47 quand mon téléphone a vibré avec le message de bonne nuit de Marc. J'ai souri avant même de le regarder. Nous étions mariés depuis 3 ans et il m'envoyait toujours un texto chaque soir quand il travaillait tard. Mignon, n'est-ce pas? J'ai ouvert le message, m'attendant à notre habituel. Je t'aime, bonne nuit, ma belle. À la place, j'ai fixé 5 mots qui m'ont glacé le sang. Je t'aime aussi, Émilie. J'ai cligné des yeux. Je l'ai relu. Mon nom est Sarah. Je suis Sarah depuis 28 ans. J'ai fait une capture d'écran du message avec les mains tremblantes, mon cœur martelant mes côtes. Qui diable est Émilie? Je n'avais aucune idée que cette simple erreur de correction automatique allait détruire tout mon mariage et me sauver d'années de mensonges que je n'avais jamais vus venir. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment nous en sommes arrivés là, car rien de tout cela n'a de sens sans contexte. Il y a 5 ans, j'étais une graphiste freelance qui travaillait depuis son ordinateur portable dans ce petit café du centre-ville. Vous connaissez le genre, murs en briques apparentes, lattes hors de prix et musique indépendante qui vous donnait l'impression d'être artistiquement supérieur. J'y étais tous les mardis et jeudis, à la même table d'angle, avec le même cortado au lait d'avoine. Marc m'a remarqué le premier. Il avait commencé à venir à peu près à la même heure, toujours dans des chemises parfaitement repassées et portant une sacoche en cuir qui criait « Je suis quelqu'un d'important dans le marketing ». Il me jetait des regards furtifs tout en faisant semblant de lire ses emails. Finalement, après 3 semaines de ce manège, il s'est approché de ma table et a dit « J'adore les autocollants sur votre ordinateur, très éclectique ». C'était bateau, mais son sourire était sincère. Nous avons commencé à parler et j'ai été complètement charmée. Marc était ambitieux, drôle, et il avait cette façon de me faire sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Il travaillait pour une agence de marketing de taille moyenne et avait de grands rêves d'ascension professionnelle. Son ambition me séduisait. C'était si différent des créatifs décontractés que je fréquentais d'habitude. Notre histoire d'amour a été intense et rapide. Des week-ends dans la région viticole, des fleurs surprises livrées à mon appartement, de longues conversations sur notre avenir ensemble. Marc m'a demandé en mariage sur une plage à Carmel après exactement 2 ans de relation. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa question. Je pensais avoir gagné au loto. Marc était stable, prospère et semblait sincèrement dévoué à moi. J'ai volontiers joué le rôle de la petite amie, puis de l'épouse qui le soutenait. Quand il a eu une promotion et a dû déménager pour le travail, j'ai emballé toute ma vie sans hésiter. Quand il travaillait tard le soir et les week-ends, je comprenais, il construisait notre avenir. Quand il a dit que nous devrions attendre encore quelques années avant d'avoir des enfants pour qu'ils puissent s'établir, j'ai accepté. Je suis devenue la parfaite épouse de cadre. J'assistais aux événements de son entreprise, je charmais ses collègues et je ne me plaignais jamais lorsque le travail prenait le pas sur nos soirées en amoureux. J'ai adapté mon emploi du temps de freelance à ses besoins et j'ai refusé des projets qui entraient en conflit avec son calendrier social. En y repensant maintenant, je réalise que je m'étais lentement effacée pour faire de la place aux ambitions de Marc. Mais à l'époque, je pensais être une bonne partenaire. Je pensais que nous formions une équipe. Je n'avais aucune idée que je jouais à un jeu dont une seule personne connaissait les règles. J'ai fixé cette capture d'écran pendant des heures. Littéralement des heures. J'ai zoomé sur chaque lettre comme si, d'une manière ou d'une autre, les pixels allaient se réarranger pour épeler Sarah au lieu de Emily. J'analysais les possibilités de correction automatique dans ma tête comme une détective dérangée. Peut-être voulait-il taper « Je t'aime » et son téléphone a suggéré « Je t'aime aussi, Emily ». À partir de quoi? Une conversation précédente? Mais cela signifierait qu'il avait déjà envoyé ces mots exacts à une certaine Emily. Ce qui ne me rassurait pas vraiment. Je n'arrêtais pas d'ouvrir et de fermer la capture d'écran, espérant l'avoir imaginée, mais c'était là à chaque fois. « Je t'aime aussi, Emily ». Le « aussi » était ce qui m'a vraiment achevée. Cela impliquait qu'elle l'avait dit en premier. Cela impliquait une conversation, un échange, une intimité qui me serrait la poitrine. J'ai essayé toutes les explications rationnelles auxquelles je pouvais penser. Peut-être qu'il envoyait un texto à sa cousine Emily à propos de choses de famille et s'était embrouillé.
Mais Mark n'a pas de cousine nommée Emily. Peut-être que c'était sa collègue Emily et qu'il m'avait accidentellement envoyé un message professionnel, mais qui dit « je t'aime » dans des messages professionnels? J'avais l'impression de devenir folle, assise là dans notre lit king size, à minuit, fixant mon téléphone pendant que mon mari dormait paisiblement à côté de moi. Le même mari qui m'avait embrassée pour me dire au revoir ce matin-là, en me disant qu'il travaillerait tard sur une grosse présentation. Le même mari qui travaillait tard, beaucoup ces derniers temps, maintenant que j'y pensais. Mon estomac me donnait l'impression d'avoir avalé une pierre. Vous connaissez ce sentiment quand quelque chose ne va fondamentalement pas, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? Comme quand vous entrez dans votre maison et que quelque chose a été déplacé, mais que vous ne vous souvenez plus de son apparence d'avant? C'est ce que je ressentais, sauf que le quelque chose était tout mon mariage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée à écouter Mark respirer, me demandant qui était Emily et pourquoi le téléphone de mon mari savait corriger automatiquement son nom. Je n'arrêtais pas de vérifier l'heure. 1h23, 2h47, 4h15. Chaque heure qui passait semblait être la preuve de quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Au moment où mon réveil a sonné, je m'étais convaincue que j'étais paranoïaque. Mais j'avais aussi fait 3 captures d'écran différentes de ce message et les avais téléchargées sur mon stockage en cloud, juste au cas où. Le lendemain matin, j'ai attendu que Mark boive son café et vérifie ses emails avant d'aborder le sujet, de manière décontractée, vous savez, comme si ce n'était rien. « Hé, question bizarre », ai-je dit en tenant mon téléphone. « Mais tu m'as envoyé « Je t'aime aussi, Emily », hier soir, au lieu de mon nom. » J'ai essayé de rire, comme si nous partagions une anecdote amusante. Mark a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. « Oh, ça !» a-t-il dit, puis il a eu ce rire. Ce rire bizarre et court qui n'atteignait pas ses yeux. Mon téléphone déconne ces derniers temps. La correction automatique devient folle. Il a pris une gorgée de café et m'a finalement regardé. J'envoyais un texto à ma sœur Emily à propos de trucs de travail pour son entreprise, et je suppose que quand j'ai voulu t'envoyer un message, il s'est embrouillé. Attendez, Mark a une sœur qui s'appelle Emily. En 3 ans de mariage, je ne l'avais jamais entendu mentionner une sœur Emily. Il a une sœur, Rebecca, qui vit à Portland et travaille comme vétérinaire. Je le sais parce que je l'ai rencontrée exactement 4 fois et qu'elle nous envoie des cartes de Noël avec des photos de son Golden Retriever. Mais je n'ai pas dit ça. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête et j'ai dit « Oh, d'accord, c'est logique. » Parce que je voulais que ce soit logique. Je voulais qu'il y ait une explication parfaitement logique qui n'implique pas que mon mari ait des conversations intimes avec des femmes mystérieuses. Mark est retourné à son ordinateur portable comme si la conversation était terminée, mais j'ai continué à l'observer. Ses épaules étaient tendues d'une manière qu'elles n'étaient généralement pas pendant sa routine matinale. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son téléphone quand il pensait que je ne regardais pas. Et ce rire, mon Dieu, ce rire. C'était le même rire qu'il utilisait quand son patron lui demandait s'il avait terminé un projet qu'il n'avait pas encore commencé, ou quand sa mère nous demandait si nous essayions d'avoir des enfants. C'était son rire « Je mens, mais j'espère que tu n'insisteras pas. » Je l'avais déjà entendu, mais jamais dirigé vers moi. Je me suis versé un café et me suis assise en face de lui, étudiant son visage. C'était l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 3 ans, l'homme dont je connaissais la routine matinale mieux que la mienne. Il vérifiait toujours ses emails d'abord, puis les résultats sportifs, puis la météo. Mais aujourd'hui, il n'arrêtait pas de prendre son téléphone et de le reposer, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. « Sœur Emily », ai-je répété dans ma tête en essayant de m'y faire. Peut-être était-ce une demi-sœur dont je n'avais jamais entendu parler. Peut-être traversait-elle une période difficile et Mark la soutenait. Je voulais tellement le croire que je me suis presque convaincue que c'était vrai. Presque. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue une détective dans ma propre maison, et je me détestais pour ça. Mais une fois que vous commencez à remarquer des choses, vous ne pouvez plus vous arrêter. Le téléphone de Mark était maintenant toujours face contre table. Toujours. Pendant le dîner, en regardant la télé, même quand il était sous la douche, ce téléphone était face contre table sur la table de nuit, comme s'il cachait des secrets. Quand il vibrait avec des notifications, il l'attrapait plus vite que quelqu'un qui essaye de rattraper un verre qui tombe.
Il était devenu protecteur avec ses appareils d'une manière qui semblait nouvelle et anormale. Si j'entrais dans la pièce pendant qu'il envoyait un texto, il passait nonchalamment à la vérification de ses emails ou fermait complètement son téléphone. Quand je lui demandais à qui il parlait, il répondait « Juste des trucs de boulot », avec le même ton dédaigneux que l'on utiliserait pour chasser une mouche. Les nuits tardives au travail sont également devenues plus fréquentes. 3, parfois 4 soirs par semaine, Marc m'envoyait un texto vers 17 heures pour me dire qu'il rentrerait tard. Gros projet, urgence client, présentation de dernière minute, toujours quelque chose d'urgent et d'incontestable. Il rentrait vers 22 ou 23 heures, prétendant avoir dîné au bureau, mais ne semblant jamais particulièrement fatigué pour quelqu'un qui avait trimé pendant 14 heures. Je commençais à avoir l'impression de devenir folle. Je me surprenais à analyser chaque conversation, à chercher des incohérences dans ses histoires, à vérifier si ses vêtements sentaient différemment quand il rentrait à la maison. Ce n'était pas moi. Je n'avais jamais été l'épouse suspicieuse et paranoïaque qui fouillait les poches de son mari et remettait en question chacun de ses mouvements, mais je ne pouvais pas non plus me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans notre mariage et que j'étais la seule à ne pas avoir reçu le mémo. Le pire, c'était à quel point Marc agissait normalement pour tout le reste. Il m'embrassait toujours pour me dire au revoir le matin, me demandait toujours comment s'était passée ma journée, cherchait toujours ma main pendant les films. Il faisait des blagues sur son emploi du temps de fou et promettait que les choses se calmeraient bientôt. C'était comme vivre avec quelqu'un qui était parfaitement lui-même 90% du temps et les 10% restants étaient cet étranger qui gardait son téléphone comme des secrets d'État. J'ai commencé à me demander si j'imaginais des choses. Peut-être que c'était juste ça, le mariage après quelques années. Peut-être que tous les maris devenaient plus discrets avec leur téléphone. Peut-être que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas, transformant un comportement innocent en preuve d'une trahison élaborée. Mais tard dans la nuit, quand Marc dormait et que je fixais le plafond, je ne pouvais échapper à la vérité qui se cristallisait dans ma poitrine. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. J'ai finalement craqué et j'ai tout raconté à Jessica lors d'un déjeuner à notre endroit habituel en centre-ville. Jessica est ma meilleure amie depuis l'université. Et c'est le genre de personne qui peut analyser une pièce en 30 secondes et repérer les conneries à des kilomètres. J'ai tout déballé, le texto d'Emily, l'histoire de la sœur qui n'avait aucun sens, le téléphone face contre table, les nuits tardives, le comportement protecteur étrange. Je me sentais ridicule de dire tout ça à voix haute, comme si j'étais une femme et au foyer paranoïaque d'un téléfilm de l'après-midi. « Je ne sais pas, Jess », ai-je dit en remuant ma salade dans mon assiette. Peut-être que j'interprète trop les choses. Peut-être que les téléphones font juste des corrections automatiques bizarres et que je suis folle. Jessica a posé sa fourchette et m'a regardée avec cette expression que je l'avais vue utiliser avec sa fille adolescente quand elle mentait manifestement sur où elle avait été. « Sarah, » dit-elle doucement, « en 15 ans d'amitié, je ne t'ai jamais connue paranoïaque à propos de quoi que ce soit. Tu es littéralement la personne la plus confiante que je connaisse. Tu accordes le bénéfice du doute aux gens à l'excès. » Elle s'est penchée en avant. « Donc si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne va probablement pas. » J'ai ressenti une vague de soulagement en entendant quelqu'un d'autre le dire, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des semaines et que je pouvais enfin expirer. « Mais si je me trompe ?» ai-je demandé. « Et si je suis en train de ruiner mon mariage à cause d'une correction automatique ?» Jessica a tendu la main sur la table et a serré la mienne. « Ma chérie, tu ne ruines rien, tu fais attention. » Et d'après ce que tu me dis, le comportement de Marc a changé de manière significative. Rien que l'histoire du téléphone me pousserait à poser des questions. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je suis mariée depuis 12 ans. David laisse son téléphone partout, sur le comptoir, dans la voiture, éteint sur le canapé pendant des heures. Parce que quand tu n'as rien à cacher, tu ne penses pas à le cacher. » Ça m'a frappé comme un coup de poing parce qu'elle avait absolument raison. Il y a 6 mois, le téléphone de Marc n'était qu'un objet parmi d'autres dans notre maison. Maintenant, il était pratiquement greffé chirurgicalement à son corps. « Fais confiance à ton instinct », a dit Jessica. « Il essaye de te dire quelque chose d'important, et quoi que tu découvres, quoi que tu décides de faire, je suis là pour toi, d'accord? »
Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais plus l'impression de devenir folle. J'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, je commençais enfin à faire attention. Ce soir-là, après que Marc m'ait envoyé un texto pour dire qu'il travaillerait encore tard, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 3 ans de mariage. Je me suis connectée à notre compte de carte de crédit commun pour fouiner. Mes mains tremblaient littéralement en tapant le mot de passe, comme si je m'introduisais dans la vie de quelqu'un d'autre au lieu de vérifier mes propres finances. Je me suis dit que j'étais ridicule, que je ne trouverais rien d'autre que ses habituelles stations-service et restaurants près de son bureau, et qu'ensuite, je pourrais enfin mettre fin à cette paranoïa. Mais en parcourant les dépenses des 3 derniers mois, mon cœur a commencé à se serrer. C'était là, noir sur blanc. Bella Notte, un restaurant italien chic du centre-ville, 127 $ et 83 cents un mardi soir en mars. Je n'étais jamais allée à Bella Notte. Marc m'avait dit qu'il travaillait tard ce mardi-là et qu'il avait pris un sandwich à son bureau. Puis il y en avait un autre, The Harborview Hotel, 189 $ et 50 cents un vendredi après-midi en avril. Nous n'avions jamais séjourné à l'Harborview Hotel. Ce vendredi-là, Marc avait dit qu'il était en réunion clients successive toute la journée. J'ai continué à faire défiler, et le schéma est devenu indéniable. Des dîners coûteux dans des restaurants romantiques dont je n'avais jamais entendu parler. Un bar à vin dans le quartier des Arts, une autre charge d'hôtel, cette fois pour 156 $ et 75 cents, dans un hôtel-boutique de l'autre côté de la ville. Tout ça, les jours où Marc prétendait être submergé de travail, trop occupé pour même me répondre rapidement par texto. Ma découverte préférée fut une dépense de 78 $ et 50 cents dans une boutique de lingerie, et je n'avais certainement pas reçu de cadeau surprise récemment. J'ai fait des captures d'écran de tout, mes instincts de photographe prenant le dessus malgré ma panique. Chaque dépense ressemblait à une petite trahison, la preuve d'une vie parallèle que Marc menait sans moi. Ce n'étaient pas des frais professionnels ou des erreurs innocentes. C'était une tromperie délibérée. Des rencontres romantiques soigneusement planifiées, qu'il payait avec notre argent commun, tout en me mentant effrontément sur le fait de travailler tard. J'étais assise là, dans notre salon, entourée de nos photos de mariage et de la vie que nous avions construite ensemble, fixant la preuve que mon mari menait une double vie. Le plus rageant, il n'essayait même pas de bien le cacher. Il utilisait notre carte de crédit commune comme s'il ne pensait pas que je vérifierais ou qu'il se fichait que je le découvre. Je n'étais pas folle, je n'étais pas paranoïaque. J'étais mariée à un menteur et apparemment, je finançais sa liaison. Les relevés de carte de crédit n'étaient que le début de mon travail de détective, et honnêtement, une fois que vous commencez à chercher des preuves de trahison, il y en a partout. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais la veste de costume de Marc dans le placard, j'ai senti quelque chose se froisser dans la poche. J'ai failli l'ignorer, probablement juste une carte de visite ou un reçu de déjeuner. Mais après tout ce que j'avais découvert, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai sorti un reçu de chez Cartier. Cartier. La bijouterie où les bagues de fiançailles coûtent plus cher que des voitures. Le reçu était pour un collier en or blanc avec un pendentif, 847 $ et 50 cents, acheté il y a 3 semaines. J'ai frénétiquement vérifié ma boîte à bijoux, pensant que Marc m'avait peut-être fait une surprise et que j'avais oublié. Non, pas de collier en or blanc, pas de pendentif, pas de cadeau surprise coûtant près de 1000 $. J'ai pris une photo du reçu et l'ai remis exactement où je l'avais trouvé, mes mains tremblant de rage. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai commencé à remarquer d'autres changements que j'avais manqués pendant que je jouais à l'épouse inconsciente. Marc s'entraînait religieusement depuis quelques mois, se souciant soudainement de son apparence d'une manière qui semblait nouvelle. Il avait acheté 3 nouvelles chemises, 2 nouveaux pantalons et de l'eau de Cologne. Une eau de Cologne chère qui lui donnait une odeur différente quand il m'embrassait pour me dire au revoir. Il s'était fait couper les cheveux dans un salon chic au lieu de son barbier habituel et avait commencé à se blanchir les dents. Ce n'était pas une amélioration de soi de la quarantaine, c'était quelqu'un qui essayait d'impressionner quelqu'un de nouveau. Je me sentais comme une idiote de ne pas avoir fait le lien plus tôt. Les nuits tardives, les dépenses mystérieuses, les bijoux coûteux, la vanité soudaine. Marc avait une liaison, et il y mettait beaucoup d'efforts.
Il courtisait quelqu'un d'autre avec la même énergie et le même investissement financier qu'il avait mis un jour à me courtiser. Sauf que maintenant, je finançais cela avec notre compte commun pendant qu'il me mentait en face chaque jour. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière, pratique et si minutieusement planifiée que je devais admirer son engagement à détruire notre mariage. Je vivais avec un étranger qui partageait mon nom de famille et mon lit, et il était apparemment très sérieux au sujet de sa maîtresse. La question n'était plus de savoir si Marc me trompait, la question était de savoir depuis combien de temps cela durait et à quel point il me pensait stupide. Le reçu de la bijouterie m'a mise en mode enquête totale, et c'est là que j'ai découvert que les messages de Marc étaient plus propres qu'une salle d'opération d'hôpital. J'avais remarqué qu'il supprimait toujours les conversations, mais je pensais que c'était juste son besoin obsessionnel de garder son téléphone organisé. Il s'est avéré que c'était de la gestion de preuves. Un soir, alors que Marc était sous la douche, son téléphone a vibré sur la table de nuit avec une notification qui a disparu avant que je puisse la lire. Quand j'ai jeté un coup d'œil désinvolte à son historique de messages plus tard, il n'y avait rien d'autre que des conversations avec moi, son patron et sa mère. Pas de collègues, pas d'amis, pas de spam aléatoire. Juste l'historique de textos le plus aseptisé que j'ai jamais vu. Et ce, de la part d'un gars qui avait des fils de discussion remontant à des mois, avec ses copains d'université et ses collègues de travail. J'ai donc fait ce que toute épouse qui se respecte ferait. Je me suis connectée au site web de notre opérateur téléphonique en utilisant le numéro de sécurité sociale de Marc et les informations de notre compte. Techniquement, j'étais une utilisatrice autorisée, donc techniquement, je ne faisais rien de mal, n'est-ce pas? Ce que j'ai trouvé a fait monter ma tension artérielle si haut que je suis surprise de ne pas avoir fait d'AVC sur le champ. Il y avait un numéro inconnu avec lequel Marc avait échangé plus de 2847 messages textes au cours des 6 derniers mois. 2847 messages. Je les ai comptés 2 fois. Le schéma était insensé. Ça a commencé avec peut-être 10 textos par mois en octobre, puis ça a grimpé à des échanges quotidiens en décembre, et en mars, ils s'envoyaient des textos constamment. Certains jours montraient plus de 50 messages entre eux. 50. J'avais de la chance si Marc et moi échangions 5 textos par jour et nous vivions ensemble. La fréquence racontait une histoire qui me rendait malade. Ce n'était pas une amitié de travail occasionnelle ou quelqu'un avec qui Marc discutait de temps en temps. C'était une relation intensive et quotidienne qui se construisait depuis des mois alors que j'étais complètement inconsciente. Les horodatage montraient qu'il s'envoyait des textos pendant son trajet, pendant les pauses déjeuner, tard le soir après que je me sois endormie et tôt le matin avant que je ne me réveille. Marc vivait essentiellement une vie parallèle avec cette personne, partageant sa journée, ses pensées, son temps, tout ce qu'il partageait autrefois avec moi. J'ai fait des captures d'écran des relevés téléphoniques et les ai téléchargés sur mon stockage en cloud, constituant un sacré dossier de preuves numériques. Marc ne me trompait pas seulement, il était dans une relation à part d'entière avec quelqu'un d'autre, et à en juger par la fréquence des textos, c'était bien plus sérieux qu'une simple aventure. J'avais sous les yeux 6 mois d'infidélité émotionnelle qui étaient clairement devenus physiques, financés par notre carte de crédit commune et soigneusement cachés par des messages supprimés et des mensonges sur le travail tardif. J'ai apporté les relevés téléphoniques à Jessica parce que j'étais en train de sombrer et que j'avais besoin de quelqu'un de sensé pour m'aider à découvrir à qui appartenait ce numéro mystère. Jessica, que je bénis pour son instinct de détective, a suggéré que nous essayions les services de recherche inversés de numéros de téléphone en ligne. La plupart étaient nuls, mais nous en avons finalement trouvé un qui montrait que le numéro était enregistré au nom de quelqu'un portant le nom de famille Chen et qu'il était lié au même immeuble de bureau où Marc travaillait. Cela a considérablement réduit les possibilités, mais nous avions besoin de plus. Alors Jessica, qui travaille aux ressources humaines et connaît toutes les astuces pour stalker sur les réseaux sociaux, a suggéré que nous consultions l'annuaire de l'entreprise de Marc en ligne et que nous le croisions avec les profils LinkedIn. Nous avons passé 1 heure à passer en revue tous les Chen de l'entreprise de Marc, et c'est là que nous l'avons trouvée, Emily Chen, spécialiste en marketing, embauchée il y a 8 mois dans le département exact de Marc. J'ai eu l'impression que j'allais vomir
en voyant sa photo de profil LinkedIn. Elle était magnifique de cette manière naturelle qui vous fait vous détester. De longs cheveux noirs, un sourire parfait. Probablement 25 ans avec un de ces visages qui appartiennent à une publicité pour des soins de la peau. Son profil indiquait qu'elle était diplômée de Northwestern avec un diplôme en marketing et communication, ce qui signifiait qu'elle était intelligente, ambitieuse et travaillait directement avec mon mari tous les jours. De LinkedIn, nous avons trouvé son Instagram et c'est là que j'ai vraiment perdu les pédales. Emily Chen n'était pas seulement belle, elle vivait cette vie parfaitement organisée, remplie de restaurants branchés, de vernissages de galeries d'art et de cours de fitness. Son fil d'actualité ressemblait à un reportage de magazine de tout ce que j'étais avant de devenir l'épouse dévouée de Mark qui restait à la maison pendant qu'il travaillait tard. Le pire était de voir à quel point elle avait l'air jeune et dynamique sur chaque photo. Pendant que je jouais à la femme au foyer et que je soutenais la carrière de Mark, il travaillait aux côtés de cette femme magnifique qui représentait tout ce que j'avais abandonné. Elle publiait fréquemment sur son travail, partageant des photos d'événements d'entreprise et de réunions d'équipe, et je pouvais voir Mark à l'arrière-plan de plusieurs photos. Ils avaient de l'air à l'aise ensemble, comme s'ils étaient une collègue depuis des années au lieu de quelques mois. J'ai fait des captures d'écran de ces profils sur les réseaux sociaux et les ai envoyés sur mon stockage en cloud, ajoutant le visage d'Emily Chen à mon dossier de preuves grandissant. Maintenant, j'avais un nom, un visage et une compréhension écœurante de la personne exacte à qui mon mari avait envoyé 2847 textos. Emily Chen n'était pas juste une femme au hasard. Elle était plus jeune, plus intelligente et apparemment tout ce que Mark voulait à la place de sa femme ennuyeuse à la maison. J'ai apporté les relevés téléphoniques à Jessica parce que j'étais en train de sombrer et que j'avais besoin de quelqu'un de sensé pour m'aider à découvrir à qui appartenait ce numéro mystère. Jessica, que je bénis pour son instinct de détective, a suggéré que nous essayions les services de recherche inversés de numéros de téléphone en ligne. La plupart étaient nuls, mais nous en avons finalement trouvé un qui montrait que le numéro était enregistré au nom de quelqu'un portant le nom de famille Chen et qu'il était lié au même immeuble de bureau où Mark travaillait. Cela a considérablement réduit les possibilités. Mais nous avions besoin de plus. Alors Jessica, qui travaille aux ressources humaines et connaît toutes les astuces pour stalker sur les réseaux sociaux, a suggéré que nous consultions l'annuaire de l'entreprise de Mark en ligne et que nous le croisions avec les profils LinkedIn. Nous avons passé 1 heure à passer en revue tous les Chen de l'entreprise de Mark, et c'est là que nous l'avons trouvé. Emily Chen, spécialiste en marketing, embauchée il y a 8 mois dans le département exact de Mark. J'ai eu l'impression que j'allais vomir en voyant sa photo de profil LinkedIn. Elle était magnifique de cette manière naturelle qui vous fait vous détester. De longs cheveux noirs, un sourire parfait, probablement 25 ans avec un de ces visages qui appartiennent à une publicité pour des soins de la peau. Son profil indiquait qu'elle était diplômée de Northwestern avec un diplôme en marketing et communication, ce qui signifiait qu'elle était intelligente, ambitieuse et travaillait directement avec mon mari tous les jours. De LinkedIn, nous avons trouvé son Instagram, et c'est là que j'ai vraiment perdu les pédales. Emily Chen n'était pas seulement belle. Elle vivait cette vie parfaitement organisée, remplie de restaurants branchés, de vernissages de galeries d'art et de cours de fitness. Son fil d'actualité ressemblait à un reportage de magazine de tout ce que j'étais, avant de devenir l'épouse dévouée de Mark qui restait à la maison pendant qu'il travaillait tard. Le pire était de voir à quel point elle avait l'air jeune et dynamique sur chaque photo. Pendant que je jouais à la femme évoyée au foyer et que je soutenais la carrière de Mark, il travaillait aux côtés de cette femme magnifique qui représentait tout ce que j'avais abandonné. Elle publiait fréquemment sur son travail, partageant des photos d'événements d'entreprise et de réunions d'équipe, et je pouvais voir Mark à l'arrière-plan de plusieurs photos. Ils avaient de l'air à l'aise ensemble, comme s'ils étaient une collègue depuis des années au lieu de quelques mois. J'ai fait des captures d'écran de ces profils sur les réseaux sociaux et les ai envoyés sur mon stockage en cloud, ajoutant le visage d'Emily Chen à mon dossier de preuves grandissant. Maintenant, j'avais un nom, un visage et une compréhension écœurante de la personne exacte à qui mon mari avait envoyé 2847 textos. Emily Chen n'était pas juste une femme au hasard, elle était plus jeune, plus jolie et apparemment tout ce que Mark voulait à la place de sa femme
ennuyeuse à la maison. Une fois que j'ai connu le nom d'Emily et trouvé son Instagram, je suis devenue une experte comptable de la trahison, croisant ses publications avec mes relevés de carte de crédit comme si je constituais un dossier pour le FBI. Et bon sang, les pièces du puzzle se sont assemblées avec une précision dévastatrice. Vous vous souvenez de cette dépense de 127 $ et 83 cents à Bellanotte, un mardi de mars? Emily a publié une photo ce soir-là d'une table de dîner aux chandelles avec la légende « Soirée parfaite avec quelqu'un de spécial » et a tagué le lieu comme étant Bellanotte. La dépense de 189 $ et 50 cents à l'Arbor View Hotel. La story Instagram d'Emily de ce vendredi-là montrait une flûte de champagne devant des baies vitrées avec vue sur le port, légendé « Petit plaisir de l'après-midi ». Elle a même tagué le fichu hôtel. J'ai parcouru des mois de ses publications et c'était comme regarder mon mariage se dissoudre en temps réel à travers les meilleurs moments de quelqu'un d'autre. Le bar à vin dans le quartier des Arts, le restaurant-boutique en centre-ville, même un café dont je n'avais jamais entendu parler. Emily avait documenté toute leur relation pendant que j'étais à la maison à croire les mensonges de Marc sur le fait de travailler tard. Mais le coup de grâce absolu est venu quand j'ai trouvé une photo qu'Emily avait postée il y a 3 semaines, à peu près au moment du reçu de quartier. Elle portait un collier en or blanc avec un délicat pendentif, la description exacte du reçu que j'avais trouvé dans la veste de Marc. La légende disait « Reconnaissante pour les belles surprises inattendues », avec un emoji cœur. Le collier était magnifique, élégant, cher, le genre de cadeau attentionné qu'un homme offre à une femme avec qui il est sérieux, le genre de cadeau que Marc m'offrait quand nous sortions ensemble. J'ai fait une capture d'écran de cette photo et l'ai comparée au reçu de quartier, et il n'y avait aucun doute. Mon mari avait dépensé près de 1 000 $ en bijoux pour sa petite amie pendant que j'étais à la maison à planifier les repas et à faire sa lessive. Emily Chen avait étalé la destruction de mon mariage sur les réseaux sociaux pendant des mois et j'avais été trop confiante pour le remarquer. Chaque dîner romantique, chaque après-midi à l'hôtel, chaque cadeau coûteux était documenté sur son fil comme des trophées de conquête. Le plus rageant était de voir à quel point elle avait l'air heureuse sur chaque photo. Ce n'était pas une liaison rongée par la culpabilité où les deux parties se sentaient mal de ce qu'elle faisait. Emily vivait sa meilleure vie avec mon mari, publiant sur leur relation aux yeux du monde entier pendant que j'étais assise à la maison comme une idiote, me demandant pourquoi Marc semblait distant ces derniers temps. Les preuves étaient accablantes, indéniables, et publiées en couleur haute définition avec des balises de localisation et des horodatages. J'avais tout ce qu'il fallait pour détruire la vie de Marc, et honnêtement, j'étais prête à m'en servir. Le coup de grâce est venu lorsque je cherchais notre certificat de mariage dans le tiroir du bureau de Marc. J'en avais besoin pour quelque chose de complètement sans rapport avec mon travail de détective, ce qui rend cette bonne découverte encore plus tordue. Je fouillais dans ces dossiers bien organisés quand j'ai trouvé un morceau de papier plié coincé derrière de vieux documents fiscaux. C'était une lettre manuscrite sur du papier à en-tête de son entreprise, et mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu « Chère Emily » en haut. J'ai failli la remettre, pensant que c'était lié au travail, mais quelque chose m'a poussé à la déplier complètement. Ce que j'ai lu a détruit tout espoir qu'il me restait pour mon mariage. Chère Emily, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier, et tu as raison, je ne peux pas continuer à vivre cette double vie. Être avec toi m'a montré ce qui me manquait, ce qu'est une vraie connexion. Sarah est une bonne personne, mais nous nous sommes éloignés, et je ne pense pas qu'aucun de nous deux ne soit plus heureux. Je sais que le moment n'est pas idéal, mais je veux être avec toi correctement, ouvertement, sans avoir à me cacher ou à faire semblant. J'ai déjà contacté un avocat pour discuter de la procédure de divorce et je prévois de le dire à Sarah après la fin du projet Henderson le mois prochain. Je ne veux pas perturber sa vie pendant une période de travail stressante, mais je ne peux pas non plus continuer à prétendre que notre mariage est quelque chose qu'il n'est pas. Tu as tout changé pour moi, M. Je ne me suis pas sentie aussi vivant depuis des années. Je sais que c'est compliqué avec le fait que nous travaillons ensemble, mais je pense que nous pouvons faire en sorte que ça marche si nous sommes intelligents. Je t'aime et je suis prête à commencer notre vie ensemble comme il se doit. J'ai juste besoin de quelques semaines de plus pour régler la logistique. Merci d'être patiente avec moi. Merci de me montrer ce que l'amour devrait être. J'ai hâte de me réveiller à tes côtés chaque matin, au lieu de compter les heures jusqu'à ce que je puisse te revoir.
La lettre était datée d'il y a 2 semaines et signée « À toi pour toujours, Marc ». Je l'ai lue 3 fois, chaque mot me frappant comme un coup physique. Marc n'avait pas seulement une liaison. Il planifiait sa stratégie de sortie depuis des mois, alors que j'étais complètement inconsciente. Il avait déjà parlé à un avocat. Il avait déjà pris sa décision. Il attendait juste le bon moment pour faire exploser ma vie, et apparemment, ce moment arrivait le mois prochain. J'étais un bouche-trou, une commodité qu'il tolérait jusqu'à ce qu'il puisse passer en douceur à sa nouvelle vie avec Émilie. Le pire, c'était sa justification. Nous nous sommes éloignés, et aucun de nous deux n'est heureux. J'avais été heureuse. J'avais été complètement, béatement heureuse dans notre mariage, jusqu'à il y a 4 semaines, quand ce message texte m'a ouvert les yeux. Marc vivait un mensonge depuis des mois, et il s'était convaincu que j'étais tout aussi malheureuse pour justifier sa trahison. Trouver cette lettre a été mon moment le plus bas, mais c'est aussi là que quelque chose en moi est passé de la dévastation à une fureur froide et calculée. J'ai immédiatement appelé Jessica, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine me comprendre, et elle est venue en moins d'1 heure, avec du vin et un bloc-notes. « D'accord, dit-elle après que je lui ai montré la lettre. L'heure des larmes est terminée, c'est l'heure de la stratégie. » Nous avons tout étalé sur ma table de salle à manger comme si nous planifions une opération militaire. Des captures d'écran des publications Instagram d'Émilie, des relevés de cartes de crédit, des relevés téléphoniques, le reçu de quartier et cette lettre d'amour accablante. Jessica, qui travaille dans les ressources humaines et a vu toutes sortes de drames en entreprise, m'a aidé à tout organiser chronologiquement. « Tu dois documenter chaque preuve avant de le confronter, » a-t-elle dit. Imprime des copies physiques, sauvegarde des copies numériques, horodate tout. Marc pense qu'il a été malin, mais il a en fait été incroyablement négligent. Nous avons créé une chronologie qui montrait la progression de leur relation d'octobre à maintenant, en faisant correspondre la fréquence des textos avec les dépenses de cartes de crédit et les publications d'Émilie sur les réseaux sociaux. Le schéma était clair et dévastateur. Ce n'était pas une aventure occasionnelle qui avait mal tourné. C'était une liaison calculée et à long terme avec un investissement émotionnel sérieux des deux côtés. Jessica m'a aidé à chercher des avocats spécialisés en divorce dans la région et j'ai pris des consultations avec 3 d'entre eux pour la semaine suivante. Je devais comprendre mes droits, mes options et comment me protéger financièrement, puisque Marc avait apparemment déjà entamé le processus sans me le dire. Les frais de consultation valaient chaque centime pour la tranquillité d'esprit, de savoir que je ne serais pas prise au dépourvu légalement comme je l'avais été émotionnellement. J'ai également ouvert mon propre compte courant dans une autre banque et j'ai commencé à transférer de l'argent de notre épargne commune. Si Marc prévoyait de me quitter, il n'allait pas me détruire financièrement au passage. J'ai changé tous mes mots de passe importants, sécurisé mes documents personnels et fait des copies de tous les documents financiers. Jessica est restée avec moi pendant le pire de ma dépression nerveuse, tenant mes cheveux pendant que je vomissais de stress et m'apportant des mouchoirs quand je pleurais jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés. « Tu vas t'en sortir », n'arrêtait-elle pas de dire. « Et quand tu y arriveras, tu seras plus forte que tu ne l'as jamais imaginé. » À la fin de la semaine, j'avais tout organisé. 3 consultations d'avocates prévues et un plan pour confronter Marc. Je n'allais pas être l'épouse dévastée qui s'effondre quand son monde implose. J'allais être la femme qu'il avait vue venir et qui était prête pour la guerre. J'ai planifié la confrontation comme une opération militaire et j'ai décidé de le faire pendant le dîner parce qu'il y a quelque chose de poétique à détruire la vie de quelqu'un autour d'un repas qu'il pense romantique. J'ai passé toute la journée à préparer le dîner préféré de Marc, filet de bœuf, légumes rôtis, tout le tralala, et j'ai mis la table avec notre porcelaine de mariage et des bougies. Quand il est entré et a vu la mise en scène, son visage s'est illuminé comme un matin de Noël. « C'est pourquoi tout ça ?» a-t-il demandé en m'embrassant sur la joue, pensant probablement qu'il avait eu la chance de vivre une soirée romantique improvisée de la part de sa future ex-femme. Je me suis juste dit qu'on devrait avoir un bon dîner ensemble, ai-je répondu en lui versant un verre du vin cher que je gardais pour une occasion spéciale.
C'était définitivement spécial. Nous avons bavardé pendant l'entrée, Mark me racontant sa journée de travail, omettant soigneusement toute mention d'Emily Chen, j'en suis sûre. Il a complimenté la nourriture, m'a posé des questions sur mes projets à venir, jouant le rôle du mari aimant avec une telle conviction que j'ai presque admiré ses talents d'acteur. Puis, alors qu'il coupait son steak, j'ai attrapé un dossier en manille sous ma chaise. « Alors » ai-je dit nonchalamment, « j'ai fait quelques recherches ces derniers temps et je voulais te soumettre quelques trucs. » J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé les relevés de cartes de crédit sur la table comme si je distribuais des cartes. « Peux-tu m'aider à comprendre ces dépenses? » Bella note pour 127 $ le 15 mars, Harborview Hotel pour 189 $ le 8 avril. La fourchette de Mark s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Parce que j'aurais juré que tu m'avais dit que tu travaillais tard ces soirs-là. J'ai ensuite sorti le reçu de quartier. Et ça, c'est intéressant. Un collier en or blanc pour 847 $, mais je n'arrive pas à le trouver dans ma boîte à bijoux. Son visage pâlissait, mais je n'avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo Instagram d'Emily, celle où elle porte le collier. Belle pièce, cependant. Emily a un excellent goût. La façon dont son nom est mort dans sa gorge quand il a essayé de parler valait presque 6 mois de mensonges. Presque. « Oh » ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise avec mon vin. « Ai-je mentionné qu'Emily était ta sœur? Parce que c'est ce que tu m'as dit quand tu as accidentellement envoyé « Je t'aime aussi, Emily » sur mon téléphone le mois dernier. » Le steak de Mark était resté là à refroidir pendant que son monde entier s'effondrait autour de lui, et honnêtement, c'était le repas le plus satisfaisant que j'ai jamais vu quelqu'un ne pas manger. La première réaction de Mark a été d'essayer de me faire passer pour folle, bien sûr. « Sarah, c'est insensé », a-t-il dit en repoussant les papiers comme s'ils étaient contaminés. « Tu prends des dépenses de travail innocentes et tu crées une théorie du complot élaborée. Emily est une collègue, c'est tout. Ses frais de restaurant sont des déjeuners avec des clients. L'hôtel était pour une conférence. Je n'arrive pas à croire que tu fouillais dans nos finances et que tu stalkes mes collègues en ligne. » Il a essayé de rire, mais c'est sorti comme un son étranglé qui le rendait encore plus coupable. Quand je n'ai pas reculé, quand je suis juste restée assise là, sirotant mon vin et le fixant avec le calme de quelqu'un qui avait passé des semaines à se préparer pour ce moment précis, il a changé de tactique. Sa voix est devenue plus forte, plus défensive. « Tu sais quoi? Peut-être que j'ai été distant, mais peux-tu m'en vouloir? Tu as été si concentré sur tes propres trucs dernièrement, si déconnecté de notre relation. Quand est-ce que tu t'es intéressé pour la dernière fois à mon travail, à ma vie, à quoi que ce soit au-delà de tes petits projets de freelance? » Oh, il allait vraiment sur ce terrain. Je me tue au bureau, j'essaie de construire un avenir pour nous, et toi, tu es à la maison à créer des drames à partir de rien. Je l'ai laissé finir sa crise avant de sortir calmement les relevés téléphoniques, montrant 2847 messages, textes entre lui et Emily. Des réunions avec des clients impliquent autant de textos? Ai-je demandé. Puis j'ai sorti sa lettre d'amour manuscrite, celle où il déclarait sa dévotion éternelle à Emily et décrivait ses plans de divorce. Et je suppose que c'est aussi juste de la correspondance professionnelle? Le visage de Mark est passé du rouge au blanc en environ 3 secondes. Les fanfaronnades ont cessé. La manipulation a cessé. Il a fixé la lettre comme s'il voyait un fantôme, se demandant probablement où diable je l'avais trouvé et ce que j'avais pu découvrir d'autre. « Tu prévois de me quitter depuis des mois, » ai-je continué, ma voix stable malgré le fait que mon cœur battait la chamade. « Tu as déjà parlé à un avocat, tu vises une double vie, financée par notre carte de crédit commune, tout en me mentant en face chaque jour. Alors s'il te plaît, dis-m'en plus sur le fait que j'ai été distante et négligente. » Mark a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte comme un poisson qui se noie dans l'air. Pour une fois dans toute cette histoire glabia, il n'avait absolument rien à dire. Quand Mark a finalement parlé, c'était la tentative la plus pathétique de limiter les dégâts que j'ai jamais vus. « D'accord, oui, » a-t-il dit, la voix à peine un murmure. « Oui, Emily et moi, nous nous sommes rapprochés. Mais Sarah, tu dois comprendre, ça ne voulait rien dire, c'était juste... C'était une erreur qui a dérapé. » Une erreur. 6 mois de mensonges, 2847
47 messages, des dîners coûteux, des chambres d'hôtel et un collier à 1 000 $, et il appelait ça une erreur qui a dérapé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, a-t-il continué, tendant la main sur la table comme s'il voulait prendre la mienne. Je me suis reculée comme s'il était radioactif. Ça a commencé comme une simple amitié, des conversations de travail, et puis, je ne sais pas, les choses se sont compliquées. Mais ce n'est pas réel, Sarah. Ce que nous avons est réel. Notre mariage est réel. J'ai failli rire du désespoir dans sa voix. C'était le même homme qui avait écrit « Tu as tout changé pour moi, M », il y a à peine 2 semaines, et maintenant il essayait de me convaincre que c'était sans importance. « Je peux y mettre fin », a-t-il dit, les mots sortant de plus en plus vite. « Je vais changer de département, je vais couper tout contact avec elle. Nous pouvons aller en thérapie de couple, nous pouvons surmonter ça. S'il te plaît, Sarah, ne jette pas 3 ans de mariage pour une stupide erreur. » C'est là que j'ai sorti ma dernière carte. « Marc, » ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'ai déjà consulté 3 avocats spécialisés dans divorce. J'ai tout documenté, les relevés de cartes de crédit, les relevés téléphoniques, les publications d'Émilie, sur les réseaux sociaux, ta lettre d'amour. J'ai ouvert mon propre compte en banque et j'ai sécurisé des copies de tous nos documents financiers. J'ai regardé son visage changer alors que la réalité le frappait. Tu as dit dans ta lettre que tu avais déjà contacté un avocat pour la procédure de divorce. Eh bien, félicitations. Moi aussi. La bouche de Marc s'est ouverte. On pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête alors qu'il réalisait que sa stratégie de sortie soigneusement planifiée avait été complètement déjouée. Il pensait qu'il allait contrôler le récit, le calendrier, la fin de notre mariage. Au lieu de cela, il était assis à notre table de salle à manger avec sa liaison étalée devant lui comme des preuves sur une scène de crime. « Sarah, attends » a-t-il commencé, mais je me levais déjà, rassemblant mon dossier de preuves. « L'erreur n'était pas ta liaison, Marc, » ai-je dit. L'erreur a été de penser que j'étais assez stupide pour ne pas le découvrir. Pour la première fois depuis des mois, c'était moi qui avais le contrôle, et Marc a enfin compris que sa double vie était terminée. Marc a déménagé le lendemain, ce qui était probablement la chose la plus rapide qu'il ait faite de toute notre relation. Il a fait 2 sacs de sport avec l'efficacité de quelqu'un qui avait clairement déjà pensé à ce moment, et il est allé chez son copain d'université Ryan, qui a sûrement eu la version « Ma femme est devenue folle et m'a mise à la porte » des événements. Je m'en fichais. J'étais trop occupée à appeler mon avocat et à déposer officiellement la demande de divorce, ce qui était à la fois dévastateur et incroyablement valorisant. Mon avocate, Patricia, était une femme brillante dans la cinquantaine qui avait tout géré, des séparations à l'amiable aux guerres totales, et elle a jeté un coup d'œil à mon dossier de preuves et a dit « Ma chérie, vous allez très bien vous en sortir. » Le vrai coup de massue est venu quand Patricia m'a appelé 1 semaine plus tard avec une nouvelle qui a fait bouillir mon sang à nouveau. « Sarah, » a-t-elle dit, « j'ai des nouvelles intéressantes. L'avocat de Marc a contacté notre cabinet. Et il s'avère que votre mari a déposé une demande de consultation avec son avocat il y a 6 semaines, bien avant votre confrontation. » Il y a 6 semaines. Marc planifiait sa stratégie de divorce depuis 6 semaines, tout en dormant encore dans notre lit, en mangeant ma cuisine et en me laissant croire que nous traversions une mauvaise passe. Il avait initialement déposé des papiers demandant un calendrier de séparation qui lui aurait été beaucoup plus favorable, a poursuivi Patricia. Essentiellement, il prévoyait de vous prendre par surprise, probablement autour de la période mentionnée dans la lettre que vous avez trouvée, et son avocat avait déjà rédigé des documents préliminaires. L'audace était à couper le souffle. Marc ne m'avait pas seulement trompé, il avait stratégiquement prévu de me flouer légalement et financièrement alors que j'étais complètement inconsciente. Il pensait qu'il allait contrôler chaque aspect de notre divorce, le moment, le récit, l'accord, et partir avec Emily en me laissant ramasser les morceaux d'une vie que je ne savais même pas en train de se terminer. « La bonne nouvelle, » a dit Patricia, « c'est que votre documentation change tout. Nous déposons une contre-plainte pour adultère avec preuve. Et étant donné qu'il prévoyait une tromperie concernant les biens matrimoniaux et le calendrier, nous sommes en excellente position.
Le plan soigneusement orchestré de Mark s'était complètement retourné contre lui à cause d'une erreur de correction automatique et de mon travail de détective qui a suivi. Il pensait jouer aux échecs pendant que je jouais aux dames, mais il s'est avéré que je jouais aussi aux échecs. J'ai juste commencé la partie plus tard et je l'ai mieux joué. Les mois qui ont suivi le départ de Mark ont été comme un réveil lent d'un rêve que je ne savais pas que je faisais. Sans son emploi du temps autour duquel graviter, sans ses besoins à anticiper, sans sa carrière à soutenir, j'ai soudain eu tout cet espace dans ma vie dont j'avais oublié l'existence. J'ai commencé à recontacter des amis que j'avais perdus de vue pendant mon ère de femme parfaite, des amis d'université qui vivaient à l'autre bout du pays, d'anciens collègues d'avant que je ne devienne freelance, des gens dont je m'étais progressivement éloignée parce que Marc les trouvait trop dramatiques ou pas vraiment notre genre. Il s'est avéré qu'ils m'avaient manqué aussi et qu'ils étaient ravis de renouer avec la Sarah que j'étais avant de commencer à me définir entièrement à travers ma relation. Je me suis jetée dans mon travail de graphiste avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années, acceptant des projets stimulants que j'avais refusés auparavant parce qu'ils entraient en conflit avec le calendrier social de Marc. J'ai collaboré avec une organisation à but non lucratif sur une campagne de rebranding, conçu une couverture de livre pour un auteur indépendant et même lancé un projet passionnant de création d'œuvres d'art pour les cafés locaux. Ma créativité, qui s'était lentement étouffée sous le poids d'être perpétuellement accommodante, est revenue en force. J'ai réalisé à quel point je m'étais sacrifiée pour maintenir l'illusion de l'harmonie conjugale. Mes opinions, mes intérêts, même mon groupe d'amis avaient tous été filtrés par ce que Marc approuverait. J'avais été si concentrée sur le fait d'être la femme qu'il voulait que j'avais complètement perdu de vue qui j'étais vraiment. J'ai commencé à suivre des cours de yoga. J'ai participé à un atelier de poterie le week-end et j'ai rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait tous les samedis matins. J'ai peint mon salon d'une couleur sarcelle audacieuse que Marc aurait détestée et j'ai acheté des plantes qui ont transformé mon appartement en jungle. Je veillais tard pour lire des livres, je regardais des films qu'il aurait trouvés ennuyeux et je mangeais des céréales pour le dîner, sans avoir à me justifier auprès de personne. Le plus étrange a été de découvrir que j'étais en fait très douée pour être seule. J'avais eu si peur de finir célibataire que je n'avais jamais remarqué à quel point il était épuisant de gérer constamment les émotions et les attentes d'une autre personne. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions basées entièrement sur ce que je voulais et c'était enivrant. Je redécouvrais la femme forte et indépendante que j'étais avant de m'être convaincue qu'être la moitié d'un couple était plus important que d'être entière par moi-même. 6 mois après la finalisation de notre divorce, je suis assise dans mon appartement magnifiquement redécoré, m'épanouissant d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et je dois rire de la perfection avec laquelle tout s'est arrangé. Mon entreprise de graphisme est en plein essor. Il s'avère que lorsque vous ne dépensez pas toute votre énergie émotionnelle à gérer un mari menteur, vous avez beaucoup plus de créativité et de motivation pour votre véritable carrière. J'ai renoué avec des amis formidables, développé de nouveaux passe-temps et, honnêtement, je me réveille chaque matin reconnaissante pour cette erreur de correction automatique aléatoire qui a fait exploser mon faux mariage. En parlant de Mark et Emily, leur histoire d'amour épique a implosé plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. Apparemment, lorsque leur relation n'était plus interdite et excitante, lorsqu'elle est devenue une simple relation amoureuse entre deux personnes ordinaires, la magie a disparu assez rapidement. Jessica, qui a encore des amis dans l'entreprise de Marc, m'a dit qu'Emily avait été transférée dans un autre département dans les 2 mois suivant la finalisation de mon divorce et qu'ils avaient rompu peu de temps après. Il s'avère que voler le mari de quelqu'un est plus excitant que d'être réellement avec lui quand il n'y a plus de mariage à détruire. Marc a essayé de me contacter il y a quelques mois avec une tentative pathétique d'excuse, probablement après qu'Emily l'ait largué et qu'il ait réalisé ce qu'il avait jeté. J'ai supprimé son message sans le lire en entier parce que, honnêtement, je m'en fiche. Il est le problème de quelqu'un d'autre maintenant, et j'espère sincèrement qu'il a appris quelque chose de toute cette expérience, bien que j'en doute. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'un minuscule pépin technologique, son téléphone corrigeant automatiquement en Emily au lieu de Sarah, m'a sauvé d'années de mensonges et de temps perdu.
Si cela ne s'était pas produit, Marc aurait réussi à exécuter son plan de divorcer selon son propre calendrier, mais faisant probablement croire que c'était de ma faute d'une manière ou d'une autre, pendant que je serais restée complètement ignorante de l'existence d'Émilie. Au lieu de cela, cette petite erreur m'a donné le pouvoir de contrôler ma propre histoire et de partir la tête haute. Je n'arrête pas de penser à tous les secrets que nos téléphones renferment, à toute la vérité qui se trouve dans nos empreintes numériques et à la façon dont la technologie révèle parfois accidentellement exactement ce que nous devons savoir. Alors voici ma question pour vous. Pensez-vous que nos appareils nous trahissent parfois de manières qui sont en fait des bénédictions déguisées? Parce que, honnêtement, je n'ai jamais été aussi reconnaissante pour un dysfonctionnement logiciel de toute ma vie.